Ça, je pense qu'on est à peu près là. Et donc sur la caractérisation de... Ah bah, ça marche pas ça? Ah voilà, ok. Donc je vais t'arrêter à peu près là, me semble-t-il. Ah mince. Bon, on avait vu ce qu'était une suite géométrique, et donc je vous rappelle que caractériser une suite géométrique, c'est aussi caractériser une évolution à taux constant. G, c'est le taux de croissance constant. Donc c'est ça une suite géométrique. Ok? Donc si on a une variable qui suit une suite géométrique à différentes dates, en temps discret, d'accord? Évidemment, la solution de ceci, c'est juste que la valeur à la date t, c'est la valeur à la date 0 multipliée par x0. D'accord? Évolution géométrique dit tendance puissance. Sous cette forme-là. D'accord? Bon, en même temps, ça aussi j'avais dû dire ça. J'avais dû dire que 1 plus g, donc par exemple 1,01, si c'est 1%, 1 plus g, c'est aussi égal à l'exponentielle du log de 1 plus g. Exponentielle de log de 1 plus g. Pourquoi je dis ça? La fonction exponentielle et la fonction logarithme hyperien sont des fonctions réciproques, inverses l'une de l'autre. D'accord? Donc 1 plus g, c'est aussi égal à exponentielle de log de 1 plus g. Et donc, vous voyez que quand j'écris xt, c'est 1 plus g à la puissance t fois x0. C'est aussi égal à exponentielle de log de 1 plus g, le tout à la puissance t, multiplié par x0. Et c'est donc aussi égal à, compte tenu de la propriété de la fonction exponentielle, le t qui est là, quand on met une exponentielle à la puissance, on peut le mettre multiplié devant. D'accord? C'est une propriété mathématique de l'exponentielle. Vous avez vu l'exponentielle en terminale? Ok, je suis rassuré. Donc ça, c'est aussi égal à l'exponentielle de t multiplié par log de 1 plus g fois x0. Pourquoi j'ai écrit ça comme ça? Pour dire que vous voyez que c'était une tendance puissance, mais c'est aussi une tendance exponentielle. Dire que c'est une tendance puissance ou que c'est une tendance exponentielle, c'est le même objet mathématique. D'accord? Vous voyez que ça s'écrit bien comme l'exponentielle de t, le temps, multiplié par quelque chose, qui est en fait le log de 1 plus g. D'accord? 1 plus le taux de croissance de la suite géométrique. Donc ceci est une tendance exponentielle. Et vous voyez que les deux, évidemment, on peut passer de l'une à l'autre, d'accord, par cette petite manipulation que j'ai fait là, qui est une manipulation, on passe de l'une à l'autre. Sur Excel, on va le voir un peu plus loin, quand ils vous proposent d'ajuster les tendances, ils n'ont pas de tendance puissance. Ils ont une tendance qui est une tendance exponentielle. Mais évidemment, c'est la même chose. Ça revient à la même chose d'un point de vue mathématique. Dernier élément à dire, vous pourriez me dire, mais ceci c'est le taux de croissance G. G, c'est le taux de croissance en temps discret. Le taux de croissance, on dit en temps discret, parce que c'est une suite géométrique.
Ben, en fait, ce que vous pouvez montrer, on pourrait montrer mathématiquement que le log de 1 plus g est très proche de g, le log de 1 plus x est très proche de x lorsque x est proche de 0. C'est un résultat de la fonction logarithmique. Donc le log de 1 plus g ici, vous pouvez l'essayer sur une calculette. Si vous mettez g égale 1%, si vous prenez le log de 1,01, je l'ai pas sous la main, vous allez trouver quelque chose qui est quasiment égal à 0,01. D'accord? Le log de 1 plus g n'est pas très éloigné de g lorsque g est proche de 0. Donc ça veut dire que si vous êtes d'accord avec ça, c'est juste un petit résultat mathématique, et ben ça veut dire que ma tendance exponentielle, là, celle qui est là, elle n'est pas très éloignée de quelque chose qui est exponentielle gt multiplié par x0. Exponentielle de t fois log de 1 plus g, c'est très proche de exponentielle gt. Gt comme ça. Très très proche. Et c'est d'autant plus proche que g est proche de 0. Donc évidemment, si g est éloigné de 0, c'est assez éloigné, donc ça marchera un peu moins bien. Donc ceci, vous voyez que là, c'est un taux de croissance en temps discret, alors que là, ça va être un taux de croissance avec exponentielle, mais le log de 1 plus g est proche de g. D'accord? C'est juste pour essayer d'éclaircir. Et quand on fera sur Excel, on va retrouver un peu cette idée-là. L'exponentielle gt, c'est proche de 1 plus g à la puissance t. D'accord? Et c'est pas exactement égal. C'est l'approximation. Oui? C'est proche de l'exponentielle de gt fois x0. Oui, bien sûr. Dans ce que je dis là, c'est parce que j'ai mal présenté. C'est que ça, cette relation, elle est exacte. Celle-là, elle est exacte. Ce que je dis ensuite, c'est que le log de 1 plus g qui est là est très proche de g. Et je dis très proche de g, d'autant que g est proche de 0. Donc ce que je dis aussi, c'est que finalement, cette expression qu'il y a là-bas, que j'ai appelée tendance exponentielle, d'accord, elle paraît un peu compliquée, on dit mais pourquoi il y a un log de 1 plus g, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais en fait, comme log de 1 plus g est assez proche de g, cette expression elle est très proche de exponentielle gt fois x0, qui est une expression assez simple. Assez simple. C'est pour un peu éclaircir cette relation qu'il y a entre d'un côté une évolution géométrique, une suite géométrique, avec un taux de croissance qui est celui associé à une suite géométrique, et puis après tout d'un coup on change de vocabulaire, on dit ah ben la tendance elle est exponentielle. Bon, en fait elle est exponentielle, elle est puissance, et bien sûr qu'une tendance puissance est une tendance exponentielle, mais avec quelque chose d'un peu compliqué mathématiquement, qui est le log de 1 plus g ici, mais qui est proche de g. Et donc finalement, elle ressemble beaucoup à une croissance exponentielle. Oui? Ces tendances puissantes ne sont pas des tendances exponentielles. Ah, évidemment. Je pourrais faire le calcul en sens inverse, d'accord? C'est une bonne question. D'accord? Imaginez que je prenne une tendance... bien sûr, toutes les tendances exponentielles sont aussi des tendances puissances. Vous avez quelque chose qui est égal à exponentielle gt, d'accord? Ça, c'est une tendance exponentielle. Ça monte comme une exponentielle. Évidemment, ceci, c'est aussi égal à l'exponentielle de g puissance t. Mais, autre résultat bien connu de mathématiques, exponentielle de g, lorsque g est proche de 0, c'est très proche de 1 plus g. C'est ce qu'on appelle un développement limité au premier ordre. Donc, quand j'ai écrit exponentielle de t, c'est exponentielle de g à la puissance t, j'ai bien transformé la tendance exponentielle en tendance puissance. D'accord? Quand je mets à côté que l'exponentielle de g est proche de 1 plus g, vous voyez que ceci est aussi proche de 1 plus g à la puissance t. Donc ça marche dans les deux sens, bien sûr. Bien sûr. Bon. C'est peut-être pas des questions très très importantes, mais c'est des questions qu'on peut se poser, puisque même Excel nous explique que la tendance est exponentielle. On ne parle pas de tendance puissance. On passe de l'un à l'autre en expliquant ça, en transformant le exponentiel de t en exponentielle de g à la puissance t. Et là, on a bien une tendance puissance. Donc ça marche dans les deux sens. Ok. Alors, évidemment, lorsque on a affaire à une évolution géométrique, puisqu'il faut comprendre, c'est l'histoire de logarithme. Lorsqu'on a affaire à une évolution géométrique, donc quelque chose qui a la forme xt égale
qxt-1, d'accord, c'est une suite géométrique. Vous voyez que immédiatement, si vous appliquez le log aux deux côtés de cette équation, vous en déduisez que le log de xt, c'est égal au log de q fois xt-1. D'accord? J'ai simplement appliqué la fonction logarithme népérien à gauche et à droite de l'équation. Mais le log de q fois xt-1, c'est aussi égal au log de xt-1 plus quoi? Plus quoi? Le log de a fois b, c'est égal à quoi? C'est log de a plus log de b. La fonction logarithme, elle a cette propriété fondamentale de transformer les multiplications en addition. C'est pour ça qu'elle a été inventée, d'accord? Les gens qui l'ont inventée pour cette raison-là. C'est plus facile de faire des additions que de faire des multiplications. En général, vous êtes plus rapide pour dire 2 plus 4 que 2 fois 4. Bon, peut-être pas vous, mais globalement, il faut bien que les gens ont plus de facilité à raisonner en faisant des additions qu'en faisant des multiplications. La fonction logarithme, elle permet de passer d'un à l'autre directement, d'accord? Mais évidemment, elle est assez compliquée aussi à comprendre. Je ne sais pas si ça résout tous les problèmes de l'humanité. Et ça fait log de xt-1 plus log de q. Autrement dit, vous voyez que le log de xt, c'est égal au log de xt-1 plus log de q. Donc si xt est une suite géométrique, son log de xt, est une suite arithmétique de raison log de q. Enfin, de raison, je ne sais pas, ça ne veut pas la raison pour la suite arithmétique. On ajoute log de q. Donc, il est souvent pertinent d'utiliser une transformation logarithmique parce que la transformation logarithmique, elle transforme une évolution multiplicative en une évolution additive. De la même manière, bien sûr, donc c'est exactement ce que je dis là, hein, prendre le logarithme transforme une évolution géométrique en une évolution arithmétique. C'est pas une surprise. On sait que si xt est égal à qxt-1, ça veut dire que xt est égal à q puissance t x0. On est d'accord? Donc c'est aussi dire que le log de xt, c'est égal au log de q à la puissance t multiplié par x0, qui est égal au log de q à la puissance t plus le log de x0. Mais à quoi est égal le log de q à la puissance t? Le log de a à la puissance n pour une fonction logarithmique, bah, le t, il passe devant en multiplication. Donc ceci n'est rien d'autre que t fois log de q plus le log de x0. Donc bien sûr que ça, c'est simplement le déroulé, c'est simplement la solution de la suite arithmétique qui est au-dessus. Donc quand on a une évolution géométrique, à taux constant, on peut la transformer en une évolution arithmétique. Et encore une fois, c'est souvent plus facile d'expliquer aux gens que vous allez rajouter quelque chose que vous allez multiplier par quelque chose. Oui? Je sais pas pourquoi c'est mis t est égal à q fois x0, alors par contre, t est égal à q fois t. D'accord. Là, d'abord, c'est q à la puissance t, on est d'accord? Le t qui est là, je l'ai laissé un peu partir un peu trop, hein, d'accord? Donc le t peut être là, pour que ce soit bien clair. Là, le t, il n'est pas au-dessus du choix, hein, il est au-dessus du t du q, d'accord? Il est là, d'accord? Ok? On est d'accord que si xt est égal à q xt-1, ça veut dire que x1 est égal à q fois x0, x2 est égal à q fois x1, mais si je remplace x1 par q fois x0, j'obtiens bien que x2 est égal à q carré fois x0. C'était ça votre question? Ça, c'est la solution par équivalence du suite géométrique. Je considère que c'est un peu, on peut le refaire, mais c'est quelque chose qui est au programme de terminale. D'accord? Vous avez x1, je sais pas, vous faites des suites avec monsieur. Okay. En tout cas, il m'a dit quelque chose, il m'a dit que vous étiez beaucoup plus calme que la division 2. Non, c'est vrai. Je suis un peu démago parce que comme j'ai votre division, on m'a dit non, mais tiens, là, ils sont très calmes. Le problème, c'est la division 2, ils sont vraiment pas calmes. Ils n'arrêtent pas de bavarder. Donc avec monsieur Collier. Donc x1, c'est égal à q fois x0. On est d'accord? Et x2, c'est égal à q fois x1. C'est bien ça. Donc si vous remplacez le x1 par q fois x0, vous voyez que x2, c'est égal à q carré fois x0. Et x3, c'est q
q puissance q fois x0. C'est pour ça qu'ici j'ai un q puissance t, d'accord? C'est parce que j'itère sur la suite. Et donc, au total, quand vous avez une évolution géométrique, vous voyez que l'évolution géométrique, elle se transforme en une évolution logarithmique quand vous prenez son log, en une évolution arithmétique lorsque vous prenez son log. Donc évidemment, ceci est vrai ici, mais ceci est vrai aussi sur la solution. D'accord? xt c'est égal à q à la puissance t fois x0. Si vous prenez le log, vous allez trouver log de q à la puissance t fois plus le log de x0. Et puis le log de q à la puissance t, c'est t fois le log de q plus log de x0. Et vous voyez que ceci est bien la solution de cela. D'accord? Oui? Non, là, à aucun endroit, j'ai marqué que c'était l'approximation, j'ai toujours mis des signes égales. Ah, approximation de croissance, c'est parce que maintenant, je vais en parler un instant. Ce que j'ai dit jusqu'alors, ce ne sont pas des approximations, ce sont des égalités. Où est l'approximation? Ben, c'est que Q, c'est égal à 1 plus G, on est d'accord? C'est comme ça qu'on va nommer le taux de croissance. G, c'est le taux de croissance. C'est 1 plus quoi? C'est Q moins 1, d'accord? Mais il se trouve que le log de Q, c'est égal au log de 1 plus G, on est aussi d'accord avec ça. D'accord? Mais le log de 1 plus G, c'est le log de 1 plus X, et lorsque X est proche de 0, le log de 1 plus G est proche de G. C'est ça, c'est une approximation. Essayez sur votre calculette. Pas fait moi-même. Si vous faites le log de 1,01, vous allez trouver 0,01. Si vous faites le log de 1, vous allez trouver 0, d'accord? En 0, ça marche. Si vous faites le log de 1,05, vous pouvez essayer de le faire sur votre calculette, ça va être de moins bonne qualité. C'est une approximation au premier ordre. Donc, le log de 1 plus G qui est là, il est proche de G. Autrement dit, regardez cette équation. T fois log de Q, c'est T fois log de 1 plus G, plus le log de x0. D'accord? Et le log de 1 plus G est proche de G. Donc c'est presque égal à Gt plus le log de x0. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a une approximation. C'est que si vous avez une évolution qui est en 1 plus g en niveau, 1 plus g à la puissance t, si vous prenez le logarithme, évidemment, elle va monter comme une droite, et on va le retrouver après, en t fois log de 1 plus g, mais ce log de 1 plus g, il est proche de g en fait. Donc c'est presque le taux de croissance. Presque. C'est en cela que c'est une approximation. C'est toujours la même. Toujours la même approximation que j'ai manipulée. Je ne sais pas si ça se voit en terminale, je pense que oui. Le log de x, 1 plus x est proche de x lorsque x vaut 0. Et l'exponentielle de x est proche de 1 plus x lorsque x est proche de 0. C'est les propriétés standards de l'exponentielle. Je pense que c'est au programme de terminale. De terminale ES, c'est au programme ou pas? Vous êtes sûr? Ce programme? Mademoiselle veut dire que c'est au programme. Ok. Bon, je demanderai à mon fils ce soir, parce que lui, il a fait un bac ES. Mais encore une fois, il ne fait pas d'économie. Donc, ok. Ça, c'est pour passer avec les logs. Alors, pourquoi je vous fais ça? Parce que je ne suis pas là pour vous faire des maths. Enfin, un petit peu, je pense que c'est important d'en faire. En quoi c'est utile de savoir tout ça? Ben, c'est qu'en fait, on a un concept. Ce à quoi on veut aboutir, c'est l'idée de échelle logarithmique. C'est qu'il est souvent plus facile, et on va voir ça, de regarder l'évolution du log de la variable que la variable elle-même, lorsque la variable semble croître à un taux constant. Parce que c'est plus facile de visualiser une droite, pour moi en tout cas, c'est plus facile de visualiser une droite, je pense que c'est vrai pour tout le monde, que de visualiser une exponentielle. Vous êtes d'accord avec ça?
c'est que si je vous montre deux courbes en disant c'est laquelle, c'est l'exponentielle ou pas l'exponentielle, franchement, vous allez avoir du mal à faire la différence entre un x au carré et un exponentiel x. À l'œil nu, c'est pas forcément évident. Par contre, si je vous montre une droite, vous allez être capable de discerner ce qu'est une droite. Et il se trouve que quand on a une évolution à taux constant, l'évolution qui est exponentielle se transforme en une évolution comme une droite lorsqu'on prend le logarithme. Et donc, ça permet de mieux appréhender l'évolution de la variable. Et c'est ce dont je veux vous convaincre. La propriété fondamentale du logarithme, ici, je parle du logarithme népérien, après on verra d'autres logarithmes. Le logarithme népérien, c'est un logarithme particulier, on va avoir d'autres logarithmes en d'autres bases, qui est tel que le logarithme de E, du nombre E, qui vaut 2,81, vaut 1. C'est ça le logarithme népérien. Bon, c'est pas exactement comme ça, je pense que ça a été défini au départ. Le E, vous allez me dire, mais tout ça sort, pourquoi ce E égale à 2,81? Donc, il y a une autre raison. Mais vous avez cette propriété-là. Regardez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque on augmente le logarithme de 1, imaginez que vous avez une variable, 2 par exemple, le log de 2. Et vous augmentez le logarithme de une unité, log de x plus 1. Ben, lorsque le logarithme augmente de 1, d'accord, vous voyez que le log de x plus 1, c'est aussi égal au log de x plus au log de e, puisque le log de e est égal à 1, on est d'accord? Et on sait que le log de a plus b, c'est égal au log de a fois le log de b. Donc, quand vous augmentez le logarithme de 1, le logarithme népérien de 1, en fait, la variable est multipliée par 2,81. On est d'accord? Donc c'est toujours la même chose. Une évolution additive en logarithme, le logarithme augmente de 1, se transforme en une évolution multiplicative sur le niveau de la variable. Lorsque le logarithme augmente de 1, et ben si c'est un logarithme népérien, la variable est multipliée par 2,81. Donc l'idée elle est là. L'idée est que lorsque vous avez une évolution en logarithme, lorsque vous prenez le logarithme, ben vous voyez que l'évolution multiplicative, ici multipliée par 2,81, se transforme en une augmentation de 1 du niveau du log. Pourquoi cette propriété est intéressante? Ben, pour s'en convaincre, quel est l'intérêt de ça? Pourquoi on dit ça? C'est un peu bizarre. L'intérêt de ça, ben, c'est regarder par exemple l'exemple de la croissance chinoise. Si vous regardez l'exemple de la croissance chinoise, il est là l'exemple de la croissance chinoise. C'est ça. Après on va dire ce que j'ai écrit là. La croissance chinoise, on a vu de 1960 à 2017, c'est une multiplication vertigineuse du niveau de produit par tête qui est passé de 200, je ne sais plus très quoi, c'est en monnaie locale, en niveau réel, hein, à 55 000. Vous êtes d'accord? Et c'est cette évolution-là. Alors cette évolution, est-ce qu'elle est exponentielle? Vous allez me dire, bah oui, elle a l'air d'être exponentielle. En fait, il y a eu des soubresauts, il y a eu plusieurs étapes dans la croissance chinoise. Elle n'a pas été tout le temps un peu constant. Mais elle n'est pas très loin d'une évolution exponentielle. Vous allez me dire aussi, mais il y a un peu des tremblements dans votre courbe. Bon, si la courbe tremblote, c'est pas parce que moi je tremblote, c'est parce que ce sont les données qui sont comme ça, d'accord? Je les ai simplement mis comme ça sur la page. Mais j'ai du mal ici, si je dois caractériser la croissance chinoise, je vais dire, ah bah oui, c'est fantastique, c'est exponentiel, c'est tout ce que je veux, etc. Mais en fait, je ne repère pas bien, par exemple, les épisodes. L'épisode, on l'a vu la semaine dernière, au début de l'échantillon, il y a le grand bond en avant, qui est une catastrophe, d'accord? Vous voyez, c'est pour ça que ça baisse. Mais cette petite évolution, cette baisse de 30% du niveau de vie des Chinois qui a fait des milliers de morts, ou des millions de morts, elle n'est pas très visible sur le dessin, d'accord? Elle n'est pas très visible sur le dessin. Parce qu'elle est au début de l'échantillon, à un moment où les Chinois ont un niveau de vie par tête très faible. Évidemment, réciproquement, je pourrais dire, bah, ce qui se passe en haut, là, on ne sait pas très bien. Est-ce que Jinping accélère la croissance chinoise? Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur l'après-Mao, sur Deng Xiaoping? J'en sais rien. Ben, une manière de régler ce problème-là, c'est de prendre le logarithme de la variable. Vous voyez, le produit par tête, c'est le logarithme népérien, log de y, d'accord? Je peux prendre le log de y, et je peux prendre un logarithme en base 2. C'est-à-dire que ce n'est pas un logarithme népérien. Un logarithme en base 2, c'est la transformation suivante. Je prends le logarithme népérien et je le divise par le log de 2. Le log népérien de 2. Vous allez me dire pourquoi 2? Je mets 2 parce que si je considère le transformé logarithmique en base 2, ça veut dire que lorsque ça augmente de 1, ça double.
Rappelez-vous, avec le logarithme népérien, j'avais dit, lorsque ça augmente de 1, ça augmente de 2,81. Ça ne fera pas beaucoup les esprits, d'accord? 2,81. Pourquoi 2,81? Ben, je dis, c'est pas très grave, le principe c'est toujours le même. Si vous prenez le logarithme en bas 2, c'est simplement prendre le log népérien divisé par le log de 2. Et ben, cette fois, cette transformée de la variable fait que lorsque ce logarithme en base 2, cette quantité z augmente de 1, la variable est multipliée par 2. D'accord? Est multipliée par 2. Donc, si je fais ça, on peut le montrer, hein. Vous voyez, regardez, la variable z ici, vous pouvez l'avoir comme étant une fonction de y. Si vous multipliez y par 2, ça vous fait log de 2y divisé par log de 2, c'est la définition de z. Et log de 2y divisé par log de 2, c'est log de y divisé par log de 2, plus log de 2 divisé par log de 2. Pourquoi? Parce que le log de 2, y, c'est égal à log de 2 plus log de y. Donc, un doublement de la variable y, c'est une augmentation de 1 du logarithme base 2. Ok? Comme une augmentation de 1 du logarithme népérien était une multiplication par 2,81. Et une fois que j'ai trouvé la variable, cette variable, maintenant, le logarithme base 2, la variable z ici, eh ben, je peux la tracer. Et pourquoi c'est intéressant de la tracer? Parce que cette fois, quand je vais la tracer, qu'est-ce que je vais repérer? Et parce que je sais, les nombres n'ont aucune importance, 10, 11, 12, 13, etc. Ce qui est important, c'est que je sais très bien que quand ça passe de 10 à 11, c'est multiplié par 2. Quand ça passe de 11 à 12, c'est encore multiplié par 2. Quand ça passe de 12 à 13, c'est encore multiplié par 2. Donc, en traçant cette évolution-là, je repère, par exemple, ici, je vois, regardez, les Chinois, entre 1962 et jusqu'à ce point-là, et 1973, en 11 ans, ils ont multiplié le produit par tête par 2. Ici, pareil, là, ils ont mis un peu plus de temps. Entre 75 et 85, en 10 ans, ils ont multiplié le produit par tête par 2. Là, ils ont encore refait. Vous voyez, c'est encore plus rapide. Ok? Et donc, en regardant ce dessin, vous pouvez nettement mieux saisir, en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire économique de la croissance chinoise, quoi. Histoire. On va faire un cours d'histoire chinoise, c'est pas ça mon problème. Mais vous saisissez mieux, vous pouvez faire un meilleur commentaire sur l'évolution du PIB chinois. Et ça, j'ai pu le faire parce que j'ai pris le logarithme. Si vous regardez ce que j'ai en début d'échantillon, c'est-à-dire le grand bond en avant et l'effondrement de l'économie chinoise à la fin des années 50, d'accord? Bon, ici, on commence en 60. Bon, je sais pas, j'ai changé un peu les données, c'est parce que je voulais être plus favorable, je voulais être moins méchant avec le grand bond en avant. Mais vous voyez que le grand bond en avant, alors que là-bas, on le voit à peine, juste un petit tremblement. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui baisse un petit peu, on le voit à peine. Là, on voit bien que le grand bond en avant, c'est un grand bond en arrière, en fait. C'est vraiment une diminution très très nette du PIB par tête en Chine. En sachant qu'il y a eu pas mal de morts, donc aussi le nombre de têtes a baissé à ce moment-là. Vous pouvez observer donc, les différents éléments comme ça d'histoire de la Chine. Donc, en faisant le logarithme, pourquoi je transforme en logarithme? Parce que je peux mieux caractériser les épisodes historiques, en fait. Les épisodes de croissance accélérée ou pas. Et vous voyez, je suis même capable de dire, encore une fois, hein, une augmentation de 1, quand on passe de 13 à 14, en fait, on double. On double le PIB chinois. D'accord? Donc je suis capable de regarder le temps que j'ai mis à chaque fois. Je peux presque doser le temps que j'ai mis pour doubler le PIB. Et ce que l'on voit, c'est que l'évolution depuis 40 ans, c'est peut-être pas une droite, mais ça n'en est pas très très loin. D'accord? Donc, on peut se dire que sur la dernière période, bon, après, c'est pas exactement une droite, il y a un peu d'infléchissement, il y a des choses qui se passent. Mais globalement, il y a une forme de croissance à taux constant. Et ça, c'est bien noté parce que ceci, c'est bien une espèce de tendance linéaire qui affecte le logarithme. Alors, pour faire ça, oui. Alors, pour faire ça, comment j'ai fait? Je ne sais pas si je vais répondre à votre question. D'abord, j'ai un fichier Excel dans lequel j'ai tout fait. Donc, comment j'ai fait? Ah, bah c'est là. Non, c'était exactement l'endroit où j'étais. D'accord, c'est ça. Regardez. OK. Je suis allé sur le site de la Banque mondiale et j'ai pris toutes les valeurs du PIB par habitant, c'est ma première colonne. D'accord? Donc, quand je les trace, c'est cette évolution-là. OK. Ensuite,
j'ai pris les taux de croissance année après année. C'est ce que j'ai tracé là, on avait déjà vu ce dessin-là, avec effectivement l'effondrement correspondant au grand bond en avant, et d'une chute du PIB par habitant de moins 26,53% en un an. Donc, bon. Mais après, on voit qu'effectivement, la croissance, elle se reprend, même si elle a des évolutions. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai simplement appliqué ma fonction log. J'ai pris le log de B4, vous voyez, log de B4, le log du PIB par habitant, c'est ma formule. J'ai pris le log. Log népérien, LN, c'est comme ça qu'on le note en Excel, c'est la fonction logarithme népérien, et je l'ai divisé par log de 2. Je l'ai divisé par log de 2, on va voir après qu'on aura pu le diviser par autre chose, pour avoir cette interprétation aisée qui consiste à dire, quand ça augmente de 1, c'est multiplié par 2. D'accord? Après on verra quand ça augmente de 1, c'est multiplié par 10 ce que ça donne. Mais c'était peut-être la meilleure manière de faire les choses. Et après, j'ai cette nouvelle série, 10,53, etc., je calcule, ok? Et je vais représenter juste là, d'accord? Donc je le fais pour toutes les valeurs, d'accord? Et je vais représenter juste là. C'est ce graphe-là que je vous ai montré, ok? Maintenant, si vous regardez bien les choses, en fait, Excel me permet de faire autre chose. Excel, il me dit la chose suivante, il me dit, mais regardez ce dessin-là. En fait, cette évolution, c'est le logarithme. Mais le 9, le 10, le 11, ça n'a pas de signification. C'est le logarithme de quelque chose. On ne sait pas très bien ce que c'est. Ce qu'on sait, c'est que lorsque ça augmente de 1, ça double. C'est tout ce qu'on sait. D'accord? Que ce soit 1000, 9, 10, 200, ça n'a pas d'importance. Mais le principe de l'échelle logarithmique, c'est juste de dire que c'est juste de porter ici, de reporter sur l'abscisse, que le 10, c'est pour ça que j'ai fait le dessin tout à côté. Vous voyez que le 10, en fait, ça correspond à 1000 dans mes données officielles. Que le 11, ça correspond à 2000. Que le 12, ça correspond à 4000. Que le 13, ça correspond à 8000, etc. Et vous voyez que là, sur cette échelle, elle est logarithmique. Et on va voir comment on la construit sur Excel. Parce que ce sont les vraies valeurs qui figurent à l'échelle. Simplement, l'échelle, elle n'est pas linéaire. Vous voyez que chaque augmentation dans le montant correspond à un doublement. 500, 1000, 2000, 4000, jusqu'à 64 000. Et si j'avais dû mettre un cran de plus, j'aurais mis 128 000. D'accord? C'est pas moi qui l'aurais fait, c'est Excel. Comment j'ai fait ça? En fait, sur Excel, si vous regardez ce dessin, celui-là, c'est ce qu'on appelle faire une échelle logarithmique. Sur Excel, ils vous le font de manière automatique. Cette échelle, là, c'est moi qui ai fait ça. Ça, je l'ai fait avec mes données. Mais là, c'est Excel qui l'a fait de manière automatique. Regardez, si vous faites un clic droit sur l'échelle, d'accord? Quand on fait un dessin sur Excel, on est d'accord, je ne sais pas si vous avez pratiqué un peu le dessin à l'occasion du devoir de mathématiques, d'informatique. Vous allez construire une échelle, et puis c'est vous qui contrôlez tout ce que vous voulez sur l'échelle. Vous allez aller de 500 à 64 000. C'est moi qui ai choisi d'aller de 500 à 64 000. Parce que je me suis dit que c'était la bonne manière de faire. Et en bas, j'ai cliqué, j'ai mis échelle logarithmique. J'ai mis échelle logarithmique. Et j'ai mis base 2. Si j'avais mis, si j'enlève échelle logarithmique, ok, il doit, hop. Ah oui, si j'enlève, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas content, alors pourquoi il n'est pas content? Pourquoi il a fait ça? Si j'enlève l'échelle logarithmique, qu'est-ce qu'il doit plus y arriver? Je sais pas, ouais. Si j'enlève l'échelle logarithmique, bon, je ne sais pas pourquoi ça met du noir là, c'est parce que ça doit être des légendes qui sont restées. Mais vous voyez que si je décoche l'échelle logarithmique, d'accord, et ben il me remet le dessin tel qu'il était au départ. C'est moi qui lui ai dit, non, mais moi je veux pas une échelle logarithmique, je veux une échelle logarithmique. Et même, il m'a demandé ce que je veux comme échelle logarithmique, j'ai mis la base, j'ai mis 2. D'accord? Et pourquoi j'ai mis 2? Parce que j'ai regardé mes données, j'ai vu qu'au début ça valait, je sais pas combien, j'ai regardé les données, j'ai vu qu'au début ça valait un certain nombre. Voilà, ça partait de 1500, d'accord? Ça descendait jusqu'à 1000, et je me suis dit, bah, c'est pas bête, on va faire 1000, 2000, 4000, 8000, 16 000, 32 000, 64 000. Au lieu de commencer à 500, j'aurais pu commencer à 1000 hein, d'ailleurs.
Enfin, pourquoi j'ai commencé à 500? D'accord? Puisque vous voyez que ma valeur minimale, c'est 1020. Donc j'aurais pu très bien commencer à 1000. Et je sais très bien que dans ce cas-là, mon échelle logarithmique, ça va faire 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32 000, 64 000, 128 000, etc. Parce que je suis en base 2. Donc, l'échelle logarithmique, le choix de l'échelle logarithmique, celui que j'ai fait ici, d'accord, ça revient en fait à réécrire à faire cette transformée. Ces deux graphiques sont exactement les mêmes. Hein, ces deux graphiques sont exactement les mêmes. L'évolution est exactement similaire. Simplement, là à gauche, c'est un peu bizarre. C'est le logarithme qui est indiqué là. On ne sait pas à quoi ça correspond, ça ne parle pas. D'accord? Alors que là, à droite, ce qui est indiqué, là à droite, ah, vous voyez, je fais une erreur, je n'aurais pas dû écrire ça. Parce que là, j'ai voulu réinitialiser, j'ai mis 1000. Et en fait, si bien sûr, il faut que je remette 500, il ne faut pas que je fasse le malin. D'accord? Donc j'ai ce résultat-là. Et ce graphe-là correspond exactement au même, mais simplement ici, sur l'axe, j'ai reporté les valeurs qui correspondent. Et ça me permet de bien saisir les épisodes de la croissance chinoise. Dernier point, avant de revenir au truc, si on reste encore sur le fichier Excel, vous auriez pu me dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait un log base 10 par exemple? Vous avez raison. J'aurais très bien pu faire un logarithme base 10, au lieu de le faire en base 2. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si je fais un logarithme base 10? Ben, maintenant, quand ça augmente de 1, ça multiplie par 10. D'accord? Quand ça augmente de 1, ça multiplie par 10. C'est ça le principe d'un logarithme base 10. Un logarithme base 2, quand ça augmente de 1, il multiplie par 2. Un logarithme base 10, quand j'augmente de 1, ça multiplie par 10. Vous voyez que quand je fais mon échelle logarithmique ici en base 10, c'est dans ces dessins-là, je vais la commencer à 100, d'accord? J'aurais pu la commencer à 1000. Mais vous voyez qu'elle commence à 100, elle fait 1000, après elle passe à 10 000, et après elle passe à 100 000. Et ensuite elle passe à 1 million. D'accord? Donc il y a un échelonnement du phénomène qui est peut-être un peu moins bon que quand je fais le base 2. C'est pour ça que j'ai choisi de faire base 2. Mais à la limite, c'est un problème presque d'esthétique du graphique, puisque les deux vous expriment exactement le même phénomène. D'accord? Moi, je trouve que celui-là, il est mieux fait parce qu'il utilise davantage la page et il est peut-être plus, voilà, il est plus parlant. Alors que celui-là, vous voyez, c'est une multiplication par 10, donc c'est énorme, multiplication par 10 du produit par tête. Et donc c'est moins adéquat de mettre une base 10 que de mettre une base 2. Pour moi, on aurait pu mettre une base 3, une base 5 si vous voulez, mais d'accord? Donc, un intérêt d'une échelle logarithmique, c'est que l'échelle logarithmique transforme un phénomène multiplicatif en un phénomène additif et permet de visualiser des choses que l'on ne verrait pas sans la transformer logarithmique, parce que, encore une fois, c'est peut-être plus facile pour les gens de faire des additions que de faire des multiplications. Et c'est plus facile de voir une droite que de voir une courbe exponentielle. D'accord? On saisit mieux ce qu'est une droite. Les gens savent à peu près ce qu'est une droite. Bon. Donc, ce que je viens de dire ici, en fait, je peux le reprendre au niveau de mes deux dessins. D'accord? Donc on est d'accord que en log base 2, quand le log, quand ça augmente de 1, ça multiplie par 2 la valeur. Donc ça, c'était ma première remarque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit tout ceci permet de visualiser des évolutions relatives, l'effondrement du PIB suite au grand bond en avant, de manière alternative, et c'est ce que j'ai fait dans mon fichier Excel.
au lieu de prendre le log de je ne sais quoi, et voilà, c'est un petit peu compliqué, il faut comprendre ce que c'est un log, et ben, dans Excel, il vous propose de prendre directement, non pas pour l'axe des ordonnées, mais pour l'axe des abscisses, mais pour l'axe des ordonnées, il vous propose directement de prendre une échelle logarithmique. Donc en prenant l'échelle logarithmique, ici en base 2, d'accord, et ben, vous voyez, c'est même, j'ai fait exprès ici d'aligner les deux graphiques, parce que vous voyez que les deux correspondent presque exactement. Les points là correspondent presque exactement. C'est presque exactement, c'est pas exactement, d'accord? Mais on voit bien que les deux courbes sont strictement identiques. Donc, ce qu'a fait Excel en me prenant mon échelle logarithmique, c'est le calcul que j'ai fait moi-même en prenant le log base 2, d'accord? Donc juste, ce qui se passe ici, c'est que à la place du 9 ou du 10, ici on a mis quelque chose qui est pas très loin de 1000. Qui est pas très loin de 1000. Et puis à la place du 16, ici, on a mis quelque chose qui est pas très loin de 64 000. Et vous voyez que quand le log passe de 11 ou de 10 à 16, d'accord, il augmente 5 fois ou 6 fois. Et en fait, ça veut dire qu'il est multiplié par 2, 5 ou 6 fois. Donc il est multiplié par 2 à la puissance 6 ou 2 à la puissance 5, ce qui est une quantité énorme, bien sûr. C'est ce que je dis sur le transparent suivant. Si vous reprenez ces deux graphiques, donc le logarithme lui-même et l'échelle logarithmique, c'est la même chose, d'accord? Vous pouvez calculer le log base 2 de 1000. Le log base 2 de 1000, il se trouve que c'est égal à 9,97. Vous voyez, le 1000 qui est ici correspond à un 9,97 sur l'échelle qui est là-bas, d'accord? C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est presque aligné. Et c'est un tout petit peu plus bas en fait, c'est 9,97. Et le log de 64 000 divisé par le log de 2, c'est le log de 16, 15,97. Exactement, 0,97, que la même chose. Ça a augmenté 5 fois. Non, 6 fois, pas 6 fois. On est bien passé de 10 à 16. D'accord? Si vous calculez bien les choses, et je me suis trompé là, 64 000, c'est 1000 multiplié par 2 à la puissance 5, ou plutôt à la puissance 6, me semble. Ah oui, non, parce qu'il y a le 2 à la puissance 0. D'accord? Non, c'est 2 à la puissance 6, je crois. J'espère, je ne sais plus. Je n'ai pas bien préparé mon coup là. D'accord? 64 000, c'est 1000 multiplié par 2 à la puissance 6. Multiplié par 2 à la puissance 6 revient à ajouter 6 en log base 2. Donc quand on est passé ici de 10 à 16, d'accord, on a rajouté 6 fois 6 en log base 2, on a multiplié par 2 à la puissance 6. D'accord? Donc c'est pour ça que ces deux graphiques sont complètement équivalents et nous disent le même phénomène, à part que celui-là, il nous dit le PIB par habitant. Alors ici, c'est pas en dollars, c'est un peu malheureux, j'aurais dû le prendre en dollars. On aura une idée, c'est combien le PIB par habitant en dollars en Chine aujourd'hui? Combien, vous n'avez pas d'idée? 3 000, 60 000? Un ordre de grandeur. 3 000? À peu près, ordre de grandeur du PIB par habitant en Chine. Pas beaucoup. Vous allez souvent en Chine? Moi, je vais de temps en temps, j'ai l'impression que c'est quand même le PIB par habitant en Chine, et toute la Chine. Donc, entre celui qui habite à Shanghai et celui qui habite dans le fin fond de Séoul, il y a une différence considérable, mais c'est autour de 12 ou 15 000 $. D'accord? En France, le PIB par habitant est autour de 40 000, non? 45 000. Bon, après, c'est aussi un problème de taux de change. C'est un peu compliqué, mais ça devrait être cet ordre-là, 12 000. Et surtout que la moyenne mondiale est autour de 9 000 actuellement. Bon, donc ici, on ne le voit pas très bien, parce qu'on ne sait pas très bien en quoi c'est doté, je ne sais pas en quelle année, etc. C'est important. Ok. Alors, dernier point là-dessus.
Bon, donc là, je dis comment je l'ai fait sur Excel. Donc ça, je vous conseille d'aller voir mon fichier Excel. C'est pas inintéressant. Voilà. Là, j'explique aussi pourquoi j'ai choisi de la base 2 plutôt que de la base 10. D'accord? Les deux sont identiques. Simplement, celui-là me semble plus lisible. En fait, il correspond à une augmentation de taille. Et donc, il est plus lisible comme ça que comme celui-là. D'accord? Donc ça, on l'a vu aussi. Évidemment, je terminerai juste transparent. Prendre le logarithme d'une variable croissante permet d'identifier le caractère exponentiel ou non de son évolution, de sa tendance. D'accord? Est-ce que c'est une tendance à taux constant? Est-ce qu'on a une tendance exponentielle? En logarithme, peu importe la base, 2 ou 10. D'accord? Donc je dis la base, c'est la base 2, 10, ou le logarithme népérien, c'est-à-dire la base 2,81. D'accord? Une tendance exponentielle se transforme en une tendance linéaire, comme une droite. Or, effectivement, oui. Quand on change de base, par exemple base 2 en base 10, c'est la juste que j'aurais base 1. Non. Mais c'est la même technique. Non, en fait, typiquement, bien souvent, ce qu'on appelle ici, ce que je note comme ça, ln de x, c'est ce qu'on appelle le log base 10. Des fois, on note comme ça. Et bien, par définition, le log base 10, c'est le log de x, le log népérien de x divisé par le log de 10. Donc en fait, quand vous faites un changement de base, ça n'a pas rien à voir avec ce que vous dites, mais c'est très éloigné. Lorsque vous faites un changement de base, d'accord, vous multipliez toute la série par une constante. Vous divisez, vous multipliez ou vous divisez par le log de la base. Donc le log base 100, c'est le log de x divisé par le log de 100. Mais vous n'avez pas échappé que 100, c'est 10 au carré. Donc le log base 100, c'est aussi le log de x divisé par 2 fois le log de 10. Donc c'est aussi le log de x log de 10 divisé par 2. C'est pas très important la base. La base, c'est juste une manière de mieux représenter le phénomène. Ici, je regarde une évolution lente, malgré tout. La croissance multipliée par 2 tous les 10 ans, extrêmement rapide. Si vous regardez la vitesse à laquelle grossit un champignon, d'accord, microscopique, qui part comme ça, peut-être qu'un log base 100, en regardant son évolution à l'heure, est peut-être meilleur pour observer ce phénomène-là. Ça dépend si vous avez un phénomène rapide ou un phénomène court pour représenter les choses, d'accord? Pour la Chine, le log base 2 me semblait bien parce que c'est en 10 ou 15 ans que vous multipliez le niveau de vie par 2. C'est énorme. Pour la France, on n'aurait peut-être pas pris une base 2 parce qu'on ne multiplie pas le niveau de vie par 2 en 10 ans actuellement. D'accord? Mais 50 ans, donc on va prendre plus petit. De toute façon, quelle que soit la base que l'on prend, parce que la base, elle ne change qu'une constante en bas, d'accord? Et bien, la tendance exponentielle va transformer en tendance linéaire. Et il est plus facile de voir une droite que de voir une tendance exponentielle. Ok? Et évidemment, le log de y0 fois 1 plus gt, mais ça vous avez déjà écrit, je ne vais peut-être pas le redire, c'est le log de y0 plus t fois le log de 1 plus g, d'accord? Ce qui n'est pas très éloigné du log de y0 plus g fois t. Donc c'est juste une manière de représenter les choses, de transformer une évolution multiplicative en une évolution additive, et réciproquement. Oui. Comment? Non mais t c'est le temps, donc le temps c'est une mesure arbitraire du temps, c'est tous les ans on mesure le PIB. D'accord? Évidemment, vous abordez un truc qui est la différence entre une suite, une évolution discrète et une évolution continue. Mais des phénomènes économiques tels que cela, parce que la comptabilité le mesure à intervalles réguliers, on va le mesurer de manière discrète. On ne va pas mesurer le PIB comme un flux toutes les secondes des ouvriers chinois. On pourrait, c'est la réalité. D'accord? En finance, ça joue un rôle.
Parce qu'en finance, vous voyez, il y a une cotation en temps continu, par exemple, des actifs financiers, qui fait qu'on est capable de repérer des évolutions presque instantanées, mais pas en croissance. D'accord. Les deux ont besoin. Bon voilà, je propose qu'on fasse la pause. Je vais aller chercher s'ils sont disponibles, je vais aller chercher les polis des DE. Un peu de calme pour les 49 dernières minutes. Ah. Bon, ça y est, c'est reparti. Donc, vous voyez ce qui se passe? C'est que pour reprendre mon évolution de la croissance chinoise, voilà la croissance chinoise de 1960 à 2017. Si je demande à Excel de mettre une tendance exponentielle, on va voir comment après. On va me mettre la tendance en noir. La tendance en noir, c'est, s'il vous plaît, un peu de calme au fond là. Bon, je dis de bêtises là. Monsieur, avec votre casquette, vous essayez. J'attends que je m'assoie pour reprendre. Ça y est, maintenant il est installé, donc je peux y aller. Ok. Donc si vous regardez le premier dessin, vous voyez que ce qui semble apparaître, c'est qu'il y a une croissance exponentielle de l'économie chinoise. Et on pourrait le vérifier sur Excel. Je reparlerai de ça un peu plus long dans le cours, quoi, dans un quart d'heure. Bah, si on essaye effectivement de placer une tendance exponentielle en noir, d'accord, c'est la courbe noire qui a été tracée par Excel, et bah, effectivement, elle reproduit assez bien les données. D'accord. En noir, c'est une tendance exponentielle. C'est quelque chose qui a cette forme-là. Exponentielle de GT multiplié par Y0. C'est ça, d'accord? La courbe noire, d'accord? La rouge, c'est les vraies données. Et la noire, c'est une tendance exponentielle. Ben, vous voyez, si on le fait sur les données chinoises de cette époque-là, ça semble à peu près correspondre. Sauf qu'en fait, vous voyez que ce que vous voyez, c'est que la courbe rouge, en fait, au bout de l'échantillon, elle est au-dessus de la courbe noire. Ça veut dire que l'économie chinoise, en fait, elle a cru à un taux croissant. Elle augmente plus vite qu'une croissance exponentielle. Parce que le taux de croissance G, il n'est pas constant, mais il a augmenté à l'échelle historique en Chine. Et c'est pour ça que la courbe rouge, elle est au-dessus de la courbe noire. C'est un détail. Enfin, ça montre que la croissance s'est fait à un taux de croissance qui est lui-même croissant. Ok? Ben, vous voyez que si je prends les mêmes données et que j'essaie de les mettre en logarithme, ben, ma croissance exponentielle, c'est plus une croissance exponentielle, c'est une croissance linéaire sur le logarithme, bien sûr. Puisque prendre le logarithme d'une croissance exponentielle me donne une tendance linéaire. D'accord? Et vous voyez, là on le voit encore mieux parce que ce qu'on voit, c'est que cette tendance linéaire, évidemment, elle décrit le même phénomène que la courbe noire. Donc la tendance linéaire, là aussi, elle est en dessous parce que finalement, dans les 2 dernières décennies, la croissance de la Chine, elle va même au-delà d'une croissance à taux constant, elle va une croissance à taux croissant. Je ne sais pas si c'est encore le cas en 2018, ça se ralentit, hein, heureusement, d'accord? Et vous voyez qu'au début, on voit aussi des moments où l'économie chinoise, elle est en dessous de sa tendance, au-dessus de sa tendance, etc. On voit qu'il y a des choses. Donc ces deux dessins expriment la même logique. Ça, ici, vous avez une tendance linéaire, c'est-à-dire sous la forme A plus BT, d'accord? Parce que c'est celle qui décrit le logarithme. Et ça correspond à une tendance exponentielle sur le niveau. Et les deux expriment la même chose. Il faut voir que la croissance chinoise s'est faite à un taux même peut-être plus que croissant. Enfin, un taux de croissance qui augmente plus que constant, un petit peu croissant. Donc, le modèle multiplicatif, l'évolution géométrique,
se transforme en tendance linéaire sur le logarithme, en modèle additif, en évolution arithmétique. Donc, comme on était parti de Malthus, on avait dit que Malthus considérait que la croissance démographique s'effectuait à un rythme géométrique et que la croissance économique s'effectuait à un rythme additif. Croissance géométrique finit toujours par doubler une croissance arithmétique. D'accord? Elle finit toujours par doubler une croissance arithmétique. En revanche, si vous prenez le log, bien sûr, la croissance géométrique est une croissance additive. Parce que le log écrase les grandes valeurs. D'accord? Écrase les grandes valeurs. C'est bien son principe. Donc on a ce principe-là. Donc c'est une bonne manière de représenter les données. Cette manière de représenter les données me semble beaucoup plus parlante que celle qui est au-dessus. Et pourtant, ce sont les mêmes données, avec la même taille de graphique pour le représenter. Mais il faut savoir passer de l'un à l'autre. Bon, donc j'en viens maintenant à ma deuxième partie de ce chapitre. En fait, dans les séries qu'on a vues, on a vu pas mal de séries, on a vu le pitch chinois, on a vu le prix de la pomme, je ne sais pas, je ne vais pas trop parler du prix de la pomme, on va en reparler. On a des variables qui sont non stationnaires dans ces cas-là et qui donc exhibent une tendance. Et dans ces cas-là, il peut être intéressant des fois de les montrer en logarithme ou sur une échelle logarithmique pour justement caractériser des évolutions à taux constant. Et ce n'est pas forcément une obligation, d'accord? Ça a très bien marché pour la croissance chinoise, peut-être que ça va moins bien marcher pour le prix de la pomme. On va voir que c'est vrai d'ailleurs. Le prix de la pomme, je ne suis pas sûr que sa croissance soit exponentielle. Regardez ça. Nous, ce qu'on veut, c'est de décrire, la tendance de la série. Et pourquoi on veut décrire la tendance de la série? Parce que, évidemment, on veut comprendre l'évolution à long terme, mais on veut aussi comprendre les écarts éventuellement qu'il y a à cette tendance. On veut décrire des mouvements de longue période, d'accord? Mais on veut aussi regarder des mouvements de courte période, des accidents, des histoires, des choses comme ça, qui certainement marquent la tendance, mais qui n'ont pas le même statut. Donc on voudrait aussi s'intéresser non seulement à la tendance, mais aussi à ce qui caractérise l'écart entre la tendance et la série, qu'on appelle quelquefois le cycle, par exemple, la conjoncture ou autre chose, des mouvements de plus court terme. Donc ce qu'on veut, c'est décomposer le mouvement de la série en deux ou trois composantes, disons en trois composantes, un long terme, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire long terme, c'est difficile à définir, c'est la tendance, d'accord? Un moyen terme, ce sont peut-être des cycles autour de la tendance qui peuvent durer plusieurs années. Rappelez-vous l'exemple du chômage américain. Le chômage américain n'a pas de tendance, et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que le taux de chômage explose. Mais en revanche, on voit bien qu'il y a des cycles qui durent plusieurs années, qui font qu'il y a des épisodes longs dans lesquels le chômage est en dessous de sa valeur, au-dessus de sa valeur, et donc la tendance est au-dessus de son cycle ou en dessous de son cycle. C'est une manière de regarder le cycle conjoncturel. Mais il y a aussi d'autres mouvements qui sont par exemple des saisonnalités, des choses qui reviennent uniquement à cause de la datation. Si vous regardez les ventes de journaux, vous observez qu'on vend plus le mercredi que le samedi ou que le lundi. Donc les saisonnalités, elles peuvent aussi affecter, ça peut être l'effet journalier, hein, d'accord? Mais ça peut être aussi des choses qui reviennent à cause d'un calendrier, le calendrier des saisons, le calendrier des mois, des trimestres, etc. Donc on peut aussi regarder ces phénomènes-là, on va en étudier notamment sur le prix de la pomme, et puis un exercice qui est consacré à ça sur les prix des poissons dans le télé. Donc on voudrait essayer de représenter tout ça, de les identifier, de les représenter. Et pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on veut être capable de faire des prévisions. Et donc si on veut prévoir le prix de la pomme, il faut tenir compte de la tendance, il faut tenir compte éventuellement des cycles et du mois durant lequel on est, parce qu'on sait très bien que la pomme est plus chère au mois d'août qu'au mois d'octobre. D'accord? Si on demande la prévision pour le mois d'août, il faut tenir compte de cet effet saisonnier. Et pour ça, il faut l'identifier. Donc l'objet du cours maintenant, c'est précisément de repérer ça. Et il y a deux exercices qui sont consacrés à ça dans la fiche de TD, l'exercice 2 et l'exercice 3. Alors, ouais, j'ai encore un nouvel exemple, peut-être que j'ai trop d'exemples. Bon, typiquement pour réfléchir à ces questions, j'utilise une série ici qui est la série du PIB en trimestriel. Donc le PIB en trimestriel, c'est le PIB en volume. Donc ce sont les prix de 2010, donc c'est les prix constants de 2010. Donc pour une fois, j'étais fainéant. Il y a des fois où je suis fainéant, mais il y a des fois où je suis plus ou moins.
voyez que j'ai arrêté ça en 2014, donc ça fait 3 ans que je n'ai pas réactualisé la série. Bon, ça me fait un peu beaucoup, mais c'est parce que je suis fédérant, je dirais que je fais d'autres efforts quelquefois. Et donc, ça, c'est les données qu'on appelle, vous voyez, ça va du T1 2014 au 2014 T3. Je me suis arrêté au 2014 T3, certainement parce qu'il y a 3 ans qu'on me fait ce cours, ça devait être la dernière donnée disponible. Si j'avais dû prendre une année complète, j'aurais dû aller jusqu'au T4. Okay, bon, c'est pour ça que je me suis arrêté au T3. Ce sont des données qu'on appelle CVS-CJO, c'est-à-dire des données qui sont corrigées des variations saisonnières. Il y a des variations du PIB durant les trimestres. Ben, l'été, on produit moins parce que les gens sont plus en vacances. Et CJO, c'est corriger des jours ouvrables. D'accord ? Selon qu'il y ait beaucoup de ponts au mois de mai, ça réduit la production au mois de mai. C'est représenté ici, ok, c'est la courbe bleue. Et quand vous regardez cette courbe, donc c'est en milliards de dollars, d'euros de 2010, donc c'est de l'ordre de 250 jusqu'à 500 milliards. Et quand vous regardez cette courbe, vous pouvez voir qu'il y a une tendance, certainement. Ce n'est pas une échelle logarithmique, hein, d'accord? Vous voyez, c'est pas la croissance chinoise, hein, c'est pas, ça ne s'envole pas. On a même l'impression que ça a plus de tendance même à pas trop augmenter. Et puis, pour faire une bonne mesure aussi, j'ai représenté le taux de croissance trimestriel, c'est en rouge. Donc en rouge, c'est la variation du PIB de trimestre en trimestre. Est-ce qu'elle est annualisée? Est-ce qu'elle est annualisée? Ça a été posé ça le jour de l'IE. Il y a eu une question sur l'annualisation, pas de l'examen. Oui, il y en avait? Il y en avait. Le taux de croissance qui est ici, c'est un taux de croissance, d'accord? Il est calculé trimestre après trimestre, c'est pour ça qu'il bouge énormément, hein, d'accord? Sinon, il n'y aurait pas autant de variations. Vous voyez, si avec c'était un taux annuel, il ne bougerait pas comme un sismographe. Là, il bouge beaucoup, donc c'est bien un taux de croissance trimestre après trimestre. Est-ce qu'il est annualisé ou pas? Pourquoi il n'est pas annualisé? C'est pas quoi? Non mais, regardez, l'échelle est là, d'accord? Donc ici c'est 1%, ici c'est moins 1,5%, on est d'accord? L'échelle est ici. Là vous avez l'échelle de gauche, regardez bien comment sur un graphique Excel on fait l'échelle à droite et l'échelle à gauche. C'est pas si évident que ça à faire, ça pourrait être un exercice. D'accord? J'ai fait une échelle à gauche ici pour le niveau, et là à droite c'est pour le taux de croissance, on est d'accord? Donc ça, le niveau ça correspond à la courbe bleue, et le taux de croissance c'est la courbe rouge. Donc ma question c'est de dire, bien sûr ça c'est un taux de croissance trimestriel, calculé trimestre après trimestre. Est-ce qu'il est annualisé ou pas? Bah, vous voyez, en gros, il a une valeur ici, bah, il y a l'effondrement au T2 2008, qui est la crise, d'accord? Ça a baissé de moins 1,5%. Et il y a d'autres endroits où ça augmente de 1% en volume. Un rythme de 1% en volume en trimestre, ça fait à peu près un rythme de 4% annuel. À peu près, puisque si vous avez 1% sur un trimestre, il y a 4 trimestres dans l'année, donc si vous faites 1,01 à la puissance 4, vous en divisez le rythme annualisé. C'est ça le rythme annualisé. D'accord? C'est le mettre à la puissance 4. Dans mes données ici, je vois qu'en gros, la moyenne c'est autour de 0,5%, ce qui correspond à une croissance annuelle de 2%, ce qui est à peu près l'étiage normal de la croissance française. Donc il n'est pas annualisé ici. D'accord? Pour cette raison-là, c'est juste parce que je dis qu'économiquement, ça vaut autour de 0,5% par trimestre, c'est à peu près 2% par an, et c'est à peu près ça la croissance de l'économie française. Et quand ça s'écroule de 1,5%, de 1,7% au T2 2009, vous voyez, c'est un effondrement vachement important. En rythme annuel, si ça avait continué à descendre comme ça tous les trimestres de cette même année, on aurait eu une baisse de croissance sur l'année de 7 ou 8%. Okay? Heureusement, vous voyez, il y avait déjà eu 2 trimestres consécutifs négatifs, le 3e l'est, et puis là, on reprend à 0. D'accord? Donc ça ne dure pas. Donc c'est pas... Quelle tendance il y a c'est-à-dire ça? Quel cycle? Quel type de dynamique? C'est pas évident à voir. Donc c'est ça qu'on doit se fixer comme objectif, regardez ce qu'on peut dire là-dessus. Alors, comment on définit la tendance? On en a déjà un peu parlé, mais je vais aller un peu plus loin maintenant. Comment à partir de la courbe bleue, essayer de définir une tendance? On aura envie de dire que la tendance, elle peut peut-être exprimer une tendance à taux constant de la France. Une tendance exponentielle par exemple. Mais quand on regarde ce dessin-là, on aurait du mal sur
33 ans, c'est quand même pas négligeable, a caractérisé une croissance exponentielle sur ce dessin. Une croissance exponentielle, c'est quelque chose qui s'envole un peu. Là, on a l'impression que c'est mollement linéaire, un peu comme une droite, avec des hauts et des bas, mais on a du mal à discerner quelque chose. Donc, faire une tendance, c'est déjà dire que la définition de la tendance, elle est arbitraire. Enfin, je n'ai pas de définition mathématique de la tendance à vous donner. Je pourrais, mais ce n'est pas l'objectif du cours ici, ce serait trop compliqué. Je vais juste dire mollement, la tendance, elle doit être plus lisse que la série elle-même. Elle ne doit pas avoir ces petites variations. Elle doit être moins volatile que la série. Elle ne bouge pas beaucoup, elle lisse la série. Elle ne doit pas être affectée par le cycle économique. Et comme je ne sais pas ce que c'est le cycle économique, je vais avoir du mal à dire ce que c'est une tendance. D'accord ? Elle ne doit pas être affectée par des variations résiduelles, accidentelles. D'accord ? Puisque un accident ne doit pas marquer la tendance. Et c'est une question presque philosophique. Est-ce que la crise de 2008, la baisse qu'on a vue, l'effondrement qu'on a vu au trimestre machin, est-ce qu'elle n'a pas effondré l'économie pendant un certain temps? L'Italie s'en est jamais remis. Donc on voit bien que ce qu'on peut penser être un accident peut finir par affecter la tendance. Mais on ne sait pas très bien. Ce que l'on veut, c'est que la tendance qu'on lui demande, c'est qu'on voudrait la prolonger. On voudrait prolonger la tendance et qu'elle nous renseigne sur le futur. Donc c'est aussi dur de déterminer quelle est la tendance que de renseigner sur le futur. D'accord? C'est un choix. Il y a deux grandes manières de construire la tendance. Et donc ça, c'est une question qui vous est posée régulièrement au niveau des examens. La première manière de faire, c'est d'ajuster une courbe par ce qu'on appelle le principe des moindres carrés. Si vous avez un nuage de points, vous avez des données, et vous essayez de mettre quelque chose qui, une droite, une courbe exponentielle, une courbe d'un autre type, qui reproduit le mieux l'évolution que vous voyez. Vous savez qu'il y a un principe général de mathématiques. Par 2 points passe une droite. 2 points, vous avez une droite. 3 points, vous avez quoi? Par 3 points passe quoi? Par 3 points passe un polynôme de degré 2. Donc, si vous donnez 3 points, je peux vous trouver un polynôme de degré 2 qui va passer par les 3 points. Par 4 points, va passer un polynôme de degré 3. Par 5 points, un polynôme de degré 4, etc. Donc vous avez compris que si je vous donne 100 points, vous êtes capable de reproduire 100 points par un polynôme de degré 99. D'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours possible de faire passer une courbe par 100 points. Il suffit de prendre un polynôme de degré 99. C'est un résultat de mathématiques de base. Donc, évidemment, si on commence à ajuster la tendance en disant on va prendre un polynôme de degré 99, vous allez me dire, mais c'est stupide. Dans ce cas-là, un polynôme de degré 99, il n'est pas assez lisse en quelque sorte. Vous voulez quelque chose qui soit un bon arbitrage, qui soit relativement proche de la série, mais pas trop proche non plus, qui exprime quelque chose. Donc c'est un choix de modélisation. Donc, ajuster par les moindres carrés, c'est décider d'une forme fonctionnelle, par exemple une droite, et vous allez calculer la droite des moindres carrés. Vous allez ajuster un polynôme de degré 3. Quelque chose dont vous pensez qu'il peut reproduire les données correctement. Mais bien sûr, n'oubliez pas que sans données, vous pouvez faire passer un polynôme de degré 99 et reproduire toutes les données. D'accord? Donc ça n'a évidemment aucun intérêt. Si je vous donne 100 données et que vous trouvez le polynôme de degré 99 qui est capable de le reproduire, ce qui est possible mathématiquement, vous n'allez pas me dire que la 101e donnée, ça va être exactement le prolongement de ce polynôme de degré 99. D'accord? Ça ne renseigne rien. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas, une carte à l'échelle 1. Ça ne dit rien, c'est la réalité. Donc, non, c'est la réalité. C'est même pas... Donc, la première tradition, c'est les moindres carrés. C'est de faire ce qu'on appelle des régressions linéaires. On va voir comment on le fait sur Excel. C'est en gros ajuster une courbe, c'est un peu ce qu'on a fait précédemment. C'est exactement ce qu'on a fait précédemment dans le cas chinois. Une manière plus souple de faire, c'est de faire des lissages par des moyennes mobiles. Donc en gros, vous allez dire, ce que je veux, c'est récupérer quelque chose qui lisse les évolutions. Pour lisser les évolutions, il vous suffit simplement de faire les moyennes consécutives des points, mais en faisant bouger la moyenne, de manière à lisser l'évolution. Et plus vous la lissez, moins elle est volatile. Vous êtes d'accord? Donc on va regarder ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne des moyennes mobiles. Une autre question qui est très difficile aussi, c'est quand on met une tendance, est-ce qu'on travaille sur les variables elles-mêmes ou sur leur logarithme? Ici, moi, quand je vais vous parler du produit de la pomme, du prix de la pomme,
Je ne vais pas aller chercher le logarithme du prix de la pomme. Mais est-ce que les tendances, elles sont linéaires ou est-ce qu'elles sont exponentielles? Ça joue un rôle important. Ça dépend du modèle que vous avez en tête. Donc justement, un modèle, ça nécessite des hypothèses qui sont toujours discutables et qui donnent lieu à des résultats différents. Et la meilleure manière de valider un modèle, c'est ce que dit l'économiste. C'est un économiste qui ne cherche pas forcément à avoir un modèle qui soit réaliste. Il cherche à avoir un modèle qui répond à une question. Donc le meilleur modèle, c'est celui qui fournira finalement la prévision la plus raisonnable. Peut-être ça peut être ça. Vous n'allez pas juger le modèle en fonction de ce qu'il y a dans le modèle. Vous allez juger le modèle en fonction de la réponse qu'il donne à votre question. Et à chaque question, il peut y avoir un modèle différent. Bon, une question de regarder un peu ça. Prenez le PIB. Alors là, j'exagère un peu parce que si vous prenez le PIB français, toujours le même, en trimestriel, mais cette fois, il est de 1949 à 2012. C'est une variable qui est mesurée en fin de trimestre à chaque fois, qui est non bornée, elle n'a aucune raison, vous voyez, elle est passée de 100 à 500. Donc le produit, c'est en prix constant. Hein. La production totale en France a été multipliée par 5 en 60 ans. On n'est pas la Chine, mais c'est quand même pas trop mal. Évidemment, la population, elle est aussi augmentée, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit comme tendance là? Est-ce qu'on voit une tendance exponentielle? C'est pas si évident que ça, d'accord? C'est pas une échelle logarithmique. Hein. Donc, comment on va essayer de mettre une tendance là-dessus? C'est ça que je vais essayer de faire. Et comment, une fois que j'ai mis une tendance là-dessus, je vais pouvoir regarder les écarts à la tendance. Et la crise ici, bah, on la voit beaucoup moins, évidemment. On la discerne beaucoup moins parce qu'on regarde un mouvement de longue période. Et bon, la crise, certes, de 2008, elle est importante, mais c'est quand même la plus grosse sur tout le truc. Parce que c'est la plus grosse en relatif, on devrait voir ça. Donc c'est ça la question vers quoi je vais aller. Alors qu'est-ce que je dois dire après? Alors, voilà. Ben, quand je regarde cette série, alors c'est là où ça ne va pas d'un point de vue pédagogique, j'aurais dû faire attention en préparant mon cours. C'est que, en fait, la série que je regarde, c'est pas à partir de 1949. Pour simplifier les choses, là je regarde de 1980 à 2014. D'accord? Donc j'ai changé de scope, d'échantillon, mais c'est pas grave. La série elle est en noir, d'accord? Et je peux demander à Excel d'ajuster deux tendances sur la série. Je peux lui dire, Excel, dis-moi quelle est la tendance linéaire ou la tendance exponentielle que l'on peut avoir par la méthode dite des moindres carrés. Trouve-moi la droite, ici elle est en rouge. Trouve-moi la droite en rouge, d'accord? C'est la droite en rouge, qui reproduit au mieux la courbe en noir, d'accord? Et je lui pose cette question. Lui poser cette question, c'est simplement lui demander, voilà, je te dis la tendance à cette forme-là, trouve-moi le A et le B qui reproduit au mieux les données, d'accord? Au mieux, dans un sens qu'on va définir tout de suite, qui passe le mieux à travers les nuages. Et c'est exactement le travail que Excel m'a fait ici avec la courbe rouge. Si je lui pose la question, il va me répondre ça. Il va me dire le A vaut 1,9421 et le B vaut 269,75. C'est quoi le B? Ben, multiplié par T. Donc T c'est le temps. Donc le temps va de 0, ça correspond à la première donnée, jusqu'à 2013 T4. 2013 T4, ça fait combien? Ça fait 13 ans de données, ça? 14 ans de données plutôt. 14 ans? 14 ans de données. Donc il doit y avoir 56 valeurs possibles. D'accord? Il y a 14 ans de données, 4 trimestres sur 14 ans. De 1980 T1 jusqu'à 2013 T4. Donc ça fait bien 14 x 4, 56 trimestres consécutifs. Donc le T, il va de 0 à 56. Et je demande à Excel, on va voir comment après, je clique sur la courbe, et je lui dis c'est quoi la droite qui reproduit au mieux les données. Il va dire c'est celle-là. Le A vaut 1,9421 et le B vaut 269,75. C'est quoi le B? Le B c'est là.
c'est l'ordonnée à l'origine. Le B, c'est la valeur du PIB pour T égale 0. 269 milliards. D'accord? Quand on a Y est égal à A plus BT. Non, c'est pas le là, excusez-moi. Ça, c'est pas le B, c'est le A. Puisque le B, c'est l'autre. D'accord? Ça, c'est BT, ça, c'est B fois T plus A. 269,75, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça valait au début 269,75. Le B, c'est quoi? 1,94. Ça veut dire quoi? C'est la pente de la droite. La pente de la droite, ça veut dire quoi? C'est quoi la pente de la droite? Comment vous l'interprétez économiquement? Comment vous l'interprétez? Ben, non, c'est pas un quotient indicateur, au contraire, parce que c'est une tendance additive. Donc c'est une addition. Ça veut dire que chaque trimestre, la production augmenterait de 1,94 milliard, puisqu'on a fait une tendance linéaire. Donc c'est le supplément de production qu'on aurait à chaque période. Et vous voyez que ce supplément, parce que c'est une tendance linéaire, il est constant, c'est pas une multiplication. Donc 1,94, quand je dis le B, 1,94, ça veut dire que avec le temps qui passe, chaque trimestre, on a tendance à produire plus 1,94 milliard d'euros en plus. Donc chaque année, ça fait 8 milliards, parce qu'on fait ça chaque trimestre sur 4 trimestres, ça ferait 8 milliards. C'est ça dire que c'est une tendance linéaire. C'est un peu bizarre parce que c'est pas un taux de croissance. D'accord? Donc ça, c'est le choix de modélisation qui correspondrait avec une tendance linéaire. L'alternative, c'est quoi? C'est de mettre une tendance exponentielle. La tendance exponentielle, elle est en bleu. Elle est en bleu. Vous voyez que la tendance exponentielle, elle est tellement exponentielle, tellement peu exponentielle, qu'on a même presque du mal. Elle doit avoir cette forme-là, puisqu'elle est exponentielle. On a presque du mal à la distinguer de la tendance linéaire, on est d'accord? On n'a pas l'impression que ce soit une grosse différence. Donc là, c'est le même principe. On va demander à Excel de trouver la courbe exponentielle qui reproduit au mieux la courbe noire. Donc il doit calculer deux choses. 281,89, d'accord, multiplié par exponentielle de 0,0049 fois t. Comment vous interprétez ça? Bah, le 281,89, c'est cette ordonnée, c'est là. N'oubliez pas que pour t égale 0, exponentielle de t vaut 1. Donc 281,89, c'est le début de la courbe, en bleu. Vous voyez, la bleue, elle est un petit peu au-dessus d'ailleurs. 281,89 est plus grand que 250. Et puis, le 0,0049, c'est quoi? Ben, après, vous avez 0,049. Ben, j'ai dit, une tendance exponentielle, c'est sous la forme exponentielle GT. C'est ça. Et le coefficient, le 0,00 machin, d'accord, c'est quelque chose qui est proche du taux de croissance constant par trimestre. Donc, ça correspondrait à un taux de croissance qui serait de l'ordre de, par trimestre, de 0,49%. D'accord? Puisque ça fait 0,0049. C'est pas choquant. 0,49% par trimestre, ça fait combien par an? À peu près. Ça fait à peu près 2%. D'accord? Donc ça correspond bien à l'idée qu'on se fait de la croissance française au cours des 30 dernières années. 2% par an. Donc ça correspond à 0,49 par trimestre. Vous voyez, quand j'ai demandé ici, dans les deux cas, j'ai demandé à Excel, on va voir comment on fait, de calculer un ajustement des moindres carrés. Le meilleur ajustement possible, mais pour la première, j'ai demandé de le faire sous la forme d'une tendance linéaire, et deuxième, sous la forme d'une tendance exponentielle. Et évidemment, selon la question que je pose, eh ben, il m'offre deux caractérisations différentes de la croissance, et peut-être deux visages différents de l'évolution de l'économie française. D'un côté,
un visage un peu additif, dans lequel chaque trimestre on rajoute 1,94 milliards d'euros, pardon. Et puis un visage de la croissance à taux constant qui serait autour de 0,49% par trimestre. D'accord? C'est ça qu'il a fait Excel en calculant ça. Le 280, 89 et le 0,49, c'est pas moi qui lui ai mis. Je lui ai posé la question, il m'a répondu ça. D'accord? Donc ça, c'est une première manière de calculer une tendance, qui est ce qu'on appelle un ajustement des moindres carrés, soit ici par une tendance linéaire, parce que j'ai choisi un polynôme de degré 1, d'accord? Donc une droite pour reproduire les données, soit une tendance exponentielle, parce qu'il m'avait semblé que c'était intéressant de dire, bah tiens, que se passerait-il si la France avait connu une évolution à taux constant? Elle serait autour de 0,49, d'accord? Mais vous voyez qu'au bout, l'économie française, elle est en dessous de sa tendance, dans les deux cas. Donc ça veut dire qu'elle s'est un peu endormie sur ces dernières années. Parce que là, au bout, on dirait que les deux tendances sont au-dessus de la réalité, et bien au-dessus de la réalité. Donc ça veut dire que le modèle n'est peut-être pas très très bon. Alors, c'est quoi cette idée des moindres carrés? C'est ce qu'on appelle faire des régressions linéaires, des régressions. Des fois on dit moindre carré ou régression. Je dis là. Pour ça, il faut accepter de faire un petit peu de maths. D'abord, cette idée des moindres carrés, ou de la régression linéaire, commençons-le par, on a des points, on a des données, ici la donnée A, la donnée B, et ce qu'on voudrait, quand on n'en a que deux, rappelez-vous, le principe c'est que quand vous n'avez que deux données, vous pouvez toujours faire passer une droite exactement par deux points, d'accord? Donc pour que ce soit intéressant, il faut qu'il y en ait plus de deux. Ok, vous n'allez pas pouvoir tout reproduire, mais vous allez essayer de vous approcher au mieux. Ça veut dire quoi, s'approcher au mieux? Ça veut dire que vous allez prendre toutes les données de P égale 1 à T, donc, il peut y en avoir un grand nombre, et vous allez, les données ce sont les données YT, d'accord? Et vous allez essayer de chercher une droite, une courbe de la forme A plus BT qui reproduise au mieux les données. Qu'est-ce que ça veut dire au mieux les données? C'est quelque chose qui minimise l'écart entre la donnée et sa reproduction par la courbe. Et en fait, ce n'est pas l'écart lui-même, c'est l'écart au carré. La distance, essayez de rendre le plus possible, petit possible, la distance verticale qui sépare les données de la courbe. C'est ça, faire les moindres carrés. Les moindres, parce que vous essayez de rendre le plus petit possible la distance au carré. Et comme il y a plusieurs distances, parce que vous les additionnez, vous prenez tous les écarts, et vous allez choisir le A et le B, de manière à ce que, mathématiquement, la somme des distances au carré soit le plus petit possible. C'est ce qu'on appelle faire les moindres carrés. D'accord? C'est ça le principe. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des moindres carrés. Donc, pour faire ça, ben, il faut juste choisir A et B qui minimisent les distances verticales. Évidemment, c'est Excel qui le fait. Donc, il peut montrer que ce programme est bien posé et qu'il a une solution. On peut trouver la solution, que la solution est unique. Et donc, vous allez trouver les coefficients A et B de manière à ce que les données soient le mieux reproduites possible par la droite en question. C'est pour ça qu'on appelle ça la droite des moindres carrés. Faire ça, c'est aussi faire ce qu'on appelle une régression linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que c'est une droite, d'accord? Et pourquoi régression? Parce que le premier qui a fait ça, c'était un Anglais qui s'appelait Galton, et son objectif c'était de regarder comment la taille des enfants était liée à la taille des parents. Et donc, ce qu'il voulait mettre en avant, c'était un phénomène de régression, le fait que les gens qui sont grands ont tendance à avoir des enfants qui sont quelquefois moins grands qu'eux, alors que les gens qui sont petits ont tendance à avoir des enfants qui sont un peu plus grands qu'eux. C'est pour ça que dans la population, vous n'avez pas des gens qui mesurent 2 mètres et d'autres qui mesurent tous 1,30 m. D'accord? Il y a quand même un petit peu de... Même s'il y a une corrélation, elle n'est pas complète. Et donc, ce qu'essayait de marquer Galton, c'était cette idée de régression. La régression de la taille, quand
d'essayer de multiplier la taille des enfants par celle des parents. Le fait qu'il y avait une forme de régression. Évidemment, cette régression, elle permet dans la population à ce que les gens aient toutes des tailles différentes. Et vous êtes marqué par votre patrimoine génétique, bien sûr, mais la nature est bien faite. Tout le monde ne finit pas, vous n'avez pas des gens qui font 2 mètres et d'autres qui font 1,50 m. Vous avez un mélange des deux, d'accord? Et donc c'est cette idée de régression. C'est pour ça qu'on appelle ça régression. Et donc il a proposé pour faire ça, de faire des moindres carrés. Maintenant, ce que j'ai fait ici, avec la tendance linéaire, je peux très bien le faire avec une tendance qui soit exponentielle. Exactement de la même manière. Donc au lieu de prendre a plus bt, je peux prendre y multiplié par exponentielle gt. Dans les deux cas, c'est faire des moindres carrés. Donc c'est ce que je mets là. Hein. Si vous le faites maintenant en ayant une tendance exponentielle et non plus linéaire, c'est aussi une technique des moindres carrés, mais elle est plus linéaire. Vous allez prendre les données, vous allez prendre une courbe de forme exponentielle, et vous allez essayer de choisir le y et le g qui rendent le plus petit possible la somme de ces carrés. Mais c'est aussi un principe de moindre carré. Comment vous faites sur Excel? Ça doit être là. Ça doit être ce dessin, voilà, d'accord. Comment vous faites sur Excel? Ben, vous voyez, regardez. On va les construire toutes les deux. Ok. Au départ, vous avez la série. Ça, c'est la série que je cherche à reproduire. Je cherche la tendance. Je prends ma souris et je clique sur la série. D'accord? J'ai cliqué sur la série. Après, je prends ma souris et je clique droit sur ma souris. Et là, Excel me dit ajuster une courbe de tendance. D'accord? Il a repéré la série et ajouter une courbe de tendance. Je vais sur ajouter une courbe de tendance. S'ouvre un menu. Là. D'accord? Et dans cette courbe de tendance, il propose plein d'options. C'est tous, sauf la moyenne mobile, qu'on va voir après, ces options, ce sont tous des tendances des moindres carrés, construits sur le même principe. Exponentielle, linéaire, logarithmique, polynomiale. Vous voyez, je peux mettre un polynôme de degré 4. Je peux ajuster l'ordre du polynôme. Donc linéaire, c'est un polynôme de degré 1. Donc si je clique ici sur linéaire, et que je lui demande de le faire, il va me le faire, d'accord, automatiquement. D'accord? Donc ici j'ai mis linéaire, vous voyez, bah ça y est, il l'a déjà fait. D'accord? Mais vous voyez que si je lui mets exponentielle, il va me le faire aussi. Ok? Là j'ai mis linéaire, il me l'a mis. Et puis, si je veux connaître les coefficients, il me suffit juste de cliquer ici par afficher l'équation sur le graphique. D'accord? Et il a mis le coefficient que j'avais exprimé, j'espère que c'est le même. Il m'a mis les coefficients de la droite. C'est y égale 1,1421 fois x. Je dis x c'est l'axe des abscisses. Pour nous c'est fois t en fait. Plus 239,75. Ok? Donc ça c'était pour la tendance linéaire. Si maintenant je veux mettre la tendance exponentielle, je refais la même chose, je fais un clic droit, d'accord? Et cette fois, ce qu'il me demande, c'est la tendance exponentielle. Donc il m'a mis une nouvelle droite, je ne vois pas très bien parce que je l'avais mis en plus gros sur mon dessin. Vous voyez, il a mis une nouvelle droite, ici entre ces deux points, qui est la tendance exponentielle. Et si je lui demande l'équation, il va mettre l'équation aussi. Donc là, je lui demande l'équation, afficher l'équation sur le graphique, et boum, vous voyez, il a affiché l'équation ici. C'est petit, hein. Je peux essayer de l'augmenter, mais je ne suis jamais bien augmenté comme ça fait. J'ai trop peur.
Ah. Ah. Voilà. Il a bien ajusté les deux droites, d'accord? La droite linéaire ici, et la droite exponentielle que j'ai mis là. Évidemment, vous auriez pu me dire, mais pourquoi vous avez choisi ça? Vous auriez pu mettre une tendance polynomiale de degré 2, d'accord? C'est un choix de modélisation. Ok? Encore une fois, une droite, ça passe par 2 points. Un polynôme de degré 2, ça passe par 3 points. Une exponentielle, ça passe par 2 points lorsqu'on est en logarithme. C'est ça. Donc après, le problème, c'est effectivement un choix de modélisation. Comment vous voulez rendre compte de la tendance? On va voir après d'autres techniques. Mais c'est ça, faire une droite des moindres carrés. C'est une démarche qui consiste à trouver ces fameux coefficients AB, ces coefficients G et Y0 que j'ai là-bas. Ok? Et c'est Excel qui me le fait. Donc après, bien sûr, vous verrez dans la suite de vos études que cette question est une grande question générale de l'estimation. Donc évidemment, on peut trouver des moyens d'exprimer les coefficients AB mathématiquement en regardant les corrélations, etc. Il y a des calculs qui sont derrière, qui sont des calculs exacts, mais Excel nous les fait. Autant utiliser les calculs que nous font Excel directement. Ok? Et n'oubliez pas aussi que j'ai interprété directement l'exponentielle GT, le 0,0049, comme étant le taux de croissance, en fait, presque moyen, on peut même dire comme ça, trimestriel de la scène. D'accord. Alors, quelle tendance choisir? Bah, c'est pas évident au vu des graphiques. Est-ce qu'elle est exponentielle, est-ce qu'elle est linéaire? Moi, j'en sais rien. Est-ce que, j'allais dire, ça va monter de 0,49% en moyenne par trimestre ou de 1,94 milliards sur 30 ans par trimestre? Ça paraît un peu bizarre, cette idée de tendance linéaire. Mais les deux tendances, elles ne sont pas si différentes que ça l'une de l'autre. Soit vous pensez que la croissance de long terme se fait à taux constant. Dans ce cas-là, prenez une tendance exponentielle. Soit vous pensez que la croissance est bornée et que à long terme, le taux de croissance a baissé. Dans ce cas-là, la tendance est plutôt linéaire. D'accord? C'est une question de vision du monde. Malthus pensait que la croissance économique se faisait de manière arithmétique. Bon, il avait visiblement tort. Enfin, il a eu tort, en tout cas, au moment où il l'a dit. Après, peut-être qu'il va avoir raison, ses descendants vont avoir raison. C'est vrai que les économistes ont tendance à voir la croissance économique comme un phénomène cumulatif, même si c'est vrai de moins en moins vrai, d'accord? Et donc c'est plutôt des tendances exponentielles qu'on a en tête. Mais ça discute. Oui? Oui. Mais non, parce que X, lui, il ne sait pas si le X c'est du temps ou si c'est autre chose. Lui, il fait Y égale AX plus B comme on fait souvent en mathématiques. Il appelle X l'axe des abscisses et Y l'axe des ordonnées. D'accord? Donc c'est une manière générique de dire les choses. C'est le temps en fait. C'est pour ça que je mets T égale 0 à 246. D'accord? Alors, dernier élément pour les 5 dernières minutes, il y a une autre manière de faire les choses. Ça serait de procéder à des lissages. Si vous voulez caractériser la tendance, peut-être que le faire avec une tendance linéaire ou une tendance exponentielle, c'est trop violent. Vous essayez d'ajuster quelque chose, mais d'ajuster quelque chose qui décrit mal les données. Vous voudriez avoir quelque chose de plus souple, de plus... dans ce cas-là, prenez un polynôme de degré 12. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire un lissage. C'est effectuer des moyennes mobiles. C'est quoi effectuer une moyenne mobile? C'est considérer des observations consécutives et de les moyenner. Donc là, par exemple, si vous avez les observations YT-1, YT, YT+1, vous pouvez faire la moyenne de ces trois observations pour en déduire la moyenne à l'instant T, avec celle avant, celle après. En faisant ça, s'il vous plaît, un petit effort encore. En faisant ça, nécessairement, vous voyez que vous allez lisser les évolutions. Mais
Combien vous allez, ici j'ai bien mis ça d'ordre 3, parce que j'ai mis 3 variables. Combien doivent en mettre? 5, 7, 9, 13. Je vois que plus j'en mets, plus je vais lisser, bien sûr. D'accord? Donc par exemple, je pourrais en mettre 5. Si j'en mets 5, je mets les 2 avant et les 2 après. Évidemment, je prends une pondération dans ce cas-là qui est de 20% pour chaque, pour que ça somme à 1 la pondération. Un autre aspect qui est important aussi, c'est que mes données, elles vont de t égale 0 à t, de t égale 1 à t. Vous voyez que quand je fais des moyennes mobiles, je perds des dimensions. Je ne peux pas calculer la première valeur à la date 0, parce que je ne connais pas la date à la valeur moins 1. Donc quand je fais des moyennes mobiles, je les calcule sur un échantillon qui devient de plus en plus petit. Donc regardez l'effet que ça peut avoir. Et on va terminer là-dessus. Exemple. Là, j'ai pris la même série, mais j'ai encore plus restreint, j'ai pris ce qui se passe en temps de 2000 jusqu'à 2014. Et la question, c'est, vous avez évidemment le creux du 2014 T3, de 2008, pardon, T2, c'est la crise. Comment on pourrait essayer de mettre une tendance là-dessus? Ben, faisons des moyennes mobiles. Qu'est-ce que ça va donner? Si vous faites la moyenne mobile d'ordre 3, voilà ce que vous obtenez. En rouge, c'est la moyenne mobile d'ordre 3. D'accord? On voit bien que ça n'a pas assez lissé. La courbe rouge est un tel indiscernable de la courbe noire. Si je l'augmente, si je prends la moyenne mobile d'ordre 11, je prends 5 trimestres avant, 5 trimestres après. Évidemment, là, c'est un autre cas extrême. Enfin, j'ai lissé. C'est pour ça que ici, j'ai perdu au niveau de l'échantillon au début, puisque je perds les 5 premiers trimestres. Je perds aussi les 5 derniers. Et puis la crise, je la lisse par une espèce de courbe. Donc je ne sais pas très bien quelle est la signification. Ok? Donc, vous voyez, si je prends ordre 15, c'est encore plus lissé. Et je perds encore plus de données au début et à la fin. Et puis, voilà. Donc, ce calcul de moyenne mobile permet de lisser les évolutions. Après, ça ne répond pas à toutes les questions. On va y revenir la semaine prochaine. Parce que comment vous choisissez l'ordre? Qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas? On ne sait pas. C'est un choix de modélisation. D'accord? Donc, on en discutera la semaine prochaine. Merci de votre attention. Et sinon, n'oubliez pas pour demain de préparer l'ADE pour samedi. Merci.